Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Focus dans ce question d'actu sur la guerre en République démocratique du Congo. Après des discussions sur un éventuel cessez-le-feu au contour encore flou entre Kinshasa et le M23, des affrontements ont à nouveau éclaté dimanche soir. Ces violences interviennent alors qu'à Doha, au Qatar, une médiation discrète se poursuit. Ce conflit qui n'a que trop duré a déjà fait 7,8 millions de déplacés ayant pour conséquence une crise humanitaire. Dans ce contexte, l'ONU appelle à orienter tous les efforts vers un cessez-le-feu inconditionnel. L'Angola, de son côté, a annoncé la fin de son rôle de médiation censé aboutir à un accord de paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un nouveau médiateur devrait être désigné dans les prochains jours afin de poursuivre les pourparlers et trouver des solutions au conflit entre ces deux pays voisins. Guerre en République démocratique du Congo, quel scénario possible pour une sortie de crise? On en parle avec vous, Monsieur Henri Nzouzi. Vous êtes analyste géopolitique et producteur du JT diplomatique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir. Avec nous également Christian Moleka, vous êtes analyste politique et politologue, coordonnateur national de la dynamique des politiques de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Des politologues de la République démocratique du Congo, pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation également. Alors, ces affrontements qui ont eu lieu ce dimanche soir, donc reprise des hostilités. Rappelons que ce conflit a abouti aujourd'hui à une grave crise humanitaire en République démocratique du Congo. Comme je le disais en préambule, 7,8 millions de déplacés en interne. Une crise donc politique, militaire, l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle, Monsieur Nzouzi ? Bon, elle est très compliquée, on ne va pas se mentir. Cela étant, l'appel des Nations Unies est tout à fait conforme à la résolution 2773 qui a été adoptée, vous le savez, le 21 février dernier. Parmi les conditions qui ont été imposées par le Conseil de sécurité, il y a évidemment le retrait inconditionnel des troupes rwandaises du territoire national, mais aussi le retrait du M23 et de l'AFC des villes de Goma et Bukavu. Cet appel, pour l'instant, est resté lettre morte. Il est donc temps pour les différents protagonistes de reprendre leur esprit. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, il y a effectivement un certain nombre d'initiatives qui sont en cours. On aura l'occasion d'y revenir. Il faudra, à mon sens, s'appuyer sur ces initiatives en espérant évidemment trouver des points de convergence pour faire avancer les choses. Des choses qui doivent avancer très vite. Monsieur Moleka, justement, l'ONU qui appelle à ce cessez-le-feu inconditionnel. Il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le 18 mars 2025. Rencontre où on avait parlé d'une volonté, en tout cas, d'aboutir à un cessez-le-feu au contour actuellement très flou, semblerait-il, puisque les hostilités ont repris. Effectivement, il y a eu quelques hostilités au niveau de Walikale-Centre. Le M23 avait, la semaine passée, pris le contrôle de la Walikale-Centre. Et après que le cessez-le-feu soit signé, avait également annoncé son retrait de cette position-là pour permettre de garantir un cessez-le-feu. Ce qui se passe, c'est que sur le terrain, ce retrait n'a pas été manifesté et les éléments des FARDC accompagnés de Wazalendo ont tenté de reprendre la position de Walikale-Centre, qui est une position très stratégique, parce que Walikale-Centre, pour ceux qui connaissent la carte du Congo, vous permet d'avoir un accès vers la ville de Kisangani, qui est la troisième ville de la République, donc à 440 km Kisangani, mais également un accès vers la province de Maniema et le chef-lieu de Kindu. Et donc, pour le Kinshasa, c'est un nœud stratégique important à ne pas laisser entre les mains du M23 dans un contexte de cessez-le-feu. C'est pour ça qu'il y a eu des hostilités en fin de semaine autour de cette ville-là. Monsieur Nzouzi, l'Angola, qui a tenté de jouer le rôle de médiateur durant les 2 dernières années, qui annonce aujourd'hui la fin de cette médiation. Qui pour remplacer aujourd'hui l'Angola? Comment expliquer cette décision? Alors, il faut rappeler qu'il y a de cela 2 ans, bientôt 3 ans, l'Angola avait été
désigné comme médiateur par l'Union africaine. En 2 ans et demi, il y a eu des initiatives qui ont été prises, mais qui n'ont malheureusement pas été suivies d'effet. On se souvient évidemment de la feuille de route, on se souvient aussi et surtout du rendez-vous manqué du 15 décembre dernier, où le président rwandais a tout simplement posé un lapin à ses homologues. Entre-temps, vous l'aurez compris, au mois de février, l'Angola a pris la présidence en exercice de l'Union africaine. Il y a eu le dernier rebondissement lorsque, évidemment, la délégation du M23 ne s'est pas présentée le 18 mars dernier. Quelques heures plus tard, il y a eu cette rencontre à Doha entre les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. La médiation actuelle, alors il faut savoir qu'entre-temps, vous le savez, il y a eu cette rencontre conjointe entre l'EAC, les pays d'Afrique de l'Est, et la SADC, qui avait d'abord eu lieu au mois de février à Dar es Salaam, et qui s'est réunie à nouveau pour confirmer cette fois-ci la désignation de 5 facilitateurs, parmi lesquels l'ancien président du Nigérian, Olusegun Obasanjo, l'ancien président sud-africain, l'ancienne présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza. Ce groupe de facilitateurs aura donc pour mission de pouvoir, évidemment, faire en sorte que les 2 processus, celui de Nairobi et de Luanda, puissent effectivement puissent converger, puisque c'est la lettre et l'esprit, en tout cas, de la décision qui avait été prise par cette réunion conjointe SADC-EAC. Je ne vous cache pas que le chemin est encore long, parce que nous sommes véritablement dans une stratégie de fight and talk, c'est-à-dire que chacun essaye, au moins sur le terrain, d'avancer pour pouvoir être en position de force dans les discussions. Mais ce qui est important de relever, cela a été dit par mon ami Christian Moleka, c'est qu'effectivement, Kinshasa doit impérativement éviter que la situation ne puisse se détériorer. On parle évidemment de la ville de Kisangani, donc tous les efforts doivent converger vers, je dirais, des discussions qui pourraient éventuellement aboutir à ce que l'on ait effectivement ce cessez-le-feu de longue durée. Un dernier élément, si vous le permettez, et pas des moindres, c'est que comme il y a un processus qui est également en cours à Doha et qui est beaucoup plus axé sur les questions sécuritaires avec des experts, on comprend très bien la difficulté. J'en parle d'autant plus volontiers qu'il y a de cela 27 ans, j'étais moi-même négociateur à Lusaka. C'est qu'il a fallu mettre en place un mécanisme de proximité pour que, au fond, les 2 parties puissent pouvoir faire valoir leur point de vue auprès d'une tierce partie, en l'occurrence le Qatar, avant que ces 2 parties puissent se réunir et parler de vive voix des sujets qui peuvent éventuellement trouver un consensus. Le Qatar actuellement, mais est-ce qu'un autre pays pourrait prendre ce rôle, devrait en tout cas être désigné par l'Union africaine pour endosser ce rôle de médiateur? Écoutez, trop de processus tue le processus. Nous avons eu le processus de Nairobi et de Luanda. Ça n'a pas donné grand-chose. Il a fallu les fusionner. Nous avons une tierce partie, en l'occurrence le Qatar. Vous avez l'EAC et la SADC qui ont souhaité mettre en place un groupe de facilitateurs. Je pense que nous devrions donner, je dirais, la chance et l'opportunité à ce groupe de faire ses preuves, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des convergences entre ces différents processus. Des processus qui doivent converger. Je reviens à vous, Monsieur Moleka. Donc une médiation au Qatar qui se veut aujourd'hui silencieuse. Qu'est-ce qu'on sait de ces pourparlers? Où en est-on? Quelles avancées? Ce qu'on sait à ce stade, c'est que le Qatar a permis d'avoir cette fameuse tête-à-tête entre le président congolais et le président rwandais. C'est que l'Angola n'a pas pu faire soit le 15 décembre et récemment le 18 mars. Deuxièmement, qu'une délégation du M23 s'est déplacée pour le Qatar et qu'il y a certainement eu des contacts avec cette médiation-là. Ensuite, Kinshasa avait également une délégation à Doha, mais on ne parle pas à ce stade de rencontre directe entre Kinshasa et le M23, même si les délégations étaient dans la même ville durant la même période. Donc, il est très probable que le Qatar travaille à élargir ses écoutes des différentes parties prenantes pour essayer de rapprocher les points de vue. On sait également que le Qatar dispose de suffisamment de leviers pour faire pression sur Kagame. Le Qatar a beaucoup investi à Kigali, que ce soit les projets comme Rwandair, ou les projets aéroportuaires, même le projet Visit Rwanda est estampillé par le Qatar parce qu'il contrôle également le projet touristique derrière Paris Saint-Germain. Et donc, ils ont suffisamment de leviers pour amener Kigali sur la table.
Et de ce point de vue-là, on peut attendre un peu plus de solutions que de l'Angola, qui a manifestement n'avait pas suffisamment de leviers pour ramener Kigali sur la table. Mmh. En tout cas, c'est un conflit aujourd'hui militaire, une crise humanitaire, Monsieur Nzouzi, un enjeu politique, mais est-ce qu'il y a aussi l'enjeu économique qui rentre en jeu ? Oui, depuis maintenant 2 mois, la ville de Goma est dans une moindre mesure, mais tout aussi importante, Bukavu, est asphyxiée sur le plan économique. Les banques sont fermées, vous comprendrez aisément les conséquences. Difficulté pour les fonctionnaires d'accéder à leur salaire, difficulté pour le petit commerce et les entreprises d'effectuer des dépôts ou des retraits. C'est une situation extrêmement préoccupante, pour laquelle évidemment il faut qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises. Je rappelle qu'il y a de cela quelques jours, le groupe militaire sud-africain, en tout cas qui commande le groupe de la SADC, a signé un accord avec notamment le M23 pour qu'il puisse quitter, mais avec évidemment la contrepartie de pouvoir réhabiliter l'aéroport de Goma. Il faudrait un dispositif similaire pour pouvoir, je dirais, soulager sur un plan purement économique ces populations. Mais le plus important et le plus inquiétant, me semble-t-il, c'est ces 120 000 écoliers enfants qui, aujourd'hui, sont privés du système éducatif, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de poursuivre les cours. Si vous mettez également en toile de fond un certain nombre d'exactions qui sont commises notamment par le M23 et l'AFC, vous comprendrez aisément que c'est une situation qui doit impérativement trouver une issue, sinon cela va effectivement provoquer des conséquences incalculables. D'où cet appel à un cessez-le-feu, en tout cas immédiat, un appel urgent. Monsieur Moleka, en RDC, des consultations ont repris ce lundi, en début de semaine, donc des consultations politiques pour former un gouvernement d'union nationale. Quels en sont les enjeux? Pourquoi c'est important? Bon, les enjeux, c'est que quand vous avez un pays divisé, qu'aujourd'hui des voix s'élèvent pour avoir un minimum de cohésion, le président a voulu utiliser le projet de gouvernement d'union comme un mécanisme de cohésion interne afin de rassembler autour de lui toutes les voix. La grande difficulté, le défi aujourd'hui, c'est que l'opposition, dans sa grande diversité, est en train de rejeter à ce stade les consultations. On peut parler du parti Ensemble de Katumbi, de Martin Fayoulou, voire même du PPRD de Kabila. On peut ajouter également le sursaut national de Sessanga. Tous ont voté en touche. Et même le tout dernier, Jean-Marc Kaboun, qui est sorti récemment de prison, a également rejeté encore ce projet de gouvernement. Et donc, à ce stade, il y a très peu d'opposants qui ont répondu présent. Il y a des possibilités d'avoir des opposants, je dirais, de second calibre, comme Mouzitou, qui pourraient s'y rendre. Mais le grand défi aujourd'hui pour le conseiller spécial Bérande, c'est de travailler à ramener l'opposition dans une démarche qui, à ce jour, rejetée. L'opposition exige de Kinshasa un dialogue sous la conduite de l'Église catholique, à travers notamment le pacte social. C'est que Kinshasa refuse. Pour la famille présidentielle, il y a beaucoup de méfiance autour de l'initiative portée par les évêques. Donc, c'est un processus qui, à ce jour, reste, je dirais, en grande difficulté. On verra si cette semaine, après avoir consulté la famille présidentielle, le spécial réussira à s'ouvrir aux opposants et à avoir cette plus grande largesse de la classe politique consultée. Un processus en difficulté, un dialogue qui doit être concerté et une opposition qui le boycotte, n'est-ce pas, Monsieur Nzouzi? Comment expliquer ce boycott de l'opposition? Est-ce qu'il peut y avoir union sans sa présence? L'argument qui est avancé par l'opposition, c'est que les mêmes méthodes, les mêmes recettes ont été utilisées ces 20-30 dernières années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème d'ordre sécuritaire, il y avait une volonté, en tout cas, de pouvoir amener à la table des discussions les différents protagonistes en vue de la mise en place d'un nouvel ordre institutionnel. Le problème, c'est que ces différents ordres institutionnels ont à chaque fois généré des difficultés, notamment le problème de l'armée avec ce qu'on appelait à l'époque le brassage, puis le mixage, avec la difficulté pour notamment
un certain nombre d'acteurs de pouvoir s'inscrire dans une dynamique, je dirais, sincère. Aujourd'hui, certains estiment qu'il serait en tout cas prématuré de pouvoir opter pour un tel schéma tant que la situation sécuritaire n'est pas réglée à l'Est. Pour certains, il s'agit d'une fuite en avant, pour d'autres, il s'agit d'une nécessaire cohésion nationale parce que, comme l'a dit M. Moleka, il faut impérativement avancer en ordre de marche pour pouvoir faire face à ces différents défis et toute la classe politique, quelle que soit sa tendance et son obédience, doit pouvoir avoir la même lecture des événements pour précisément créer les conditions d'un retour à la paix. Un processus bloqué aujourd'hui par les divergences politiques. Est-ce que cette démarche et ces objectifs sont aujourd'hui remis en cause? Remis en cause, je ne sais pas, mais vous noterez qu'il y a également l'initiative des catholiques. Il y a effectivement une méfiance réciproque entre les différents acteurs, mais ces méfiances doivent impérativement être surmontées parce que je rappelle qu'entre-temps, vous avez 2 villes qui, aujourd'hui, échappent à l'autorité de l'État, ce qui est une situation totalement inacceptable. Et donc, ce qu'il faut espérer, en tout cas, c'est qu'il y ait un sursaut de chaque acteur pour pouvoir justement préciser que l'on puisse justement sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Monsieur Moleka, pour certains, la priorité, c'est d'abord de réunir l'opposition, la majorité, et puis toutes les parties prenantes dans ce processus plus inclusif pour la paix. Pour d'autres, la priorité serait plutôt de récupérer les territoires occupés. Qu'en est-il de cette vision mitigée, on va dire? L'une n'exclut pas l'autre. Autant il faut travailler à avoir une certaine cohésion. On l'a vu lorsque les premières villes sont tombées, notamment Goma, la classe politique était très divisée sur à la fois la responsabilité de Kinshasa, mais également sur la perspective de la question sécuritaire. Et à un moment donné, il faut un minimum de cohésion interne. Autant il y a des problèmes d'ordre régional à régler, autant il y a des questions d'ordre interne qui demanderaient probablement d'avoir un cadre d'échange. Et donc, il est nécessaire de travailler à avoir un minimum de compromis politique à l'intérieur, mais il est également nécessaire de travailler à remonter l'appareil sécuritaire, à mettre dans les bonnes conditions notre armée pour pouvoir récupérer les villes, si tant est que l'option militaire demeurera sur la table. Il est vrai qu'aujourd'hui, la solution qui est préconisée, la solution négociée, et donc ça donne du temps à Kinshasa pour pouvoir mieux se préparer dans une logique de contre-offensive si la solution négociée échouée. Monsieur Nzouzi, donc l'opposition qui appelle aujourd'hui à une médiation de l'Église. L'Église qui a lancé un pacte social. Où en est-on par rapport à ça? Écoutez, l'Église, avec cette initiative, a eu l'opportunité de consulter un certain nombre d'acteurs sur le plan interne, mais aussi à l'international. Ils sont même allés à Kigali et récemment, je pense qu'ils étaient aux États-Unis. Je pense que l'Église, au-delà des critiques qui peuvent être formulées, reste évidemment dans son rôle. L'histoire retiendra simplement qu'à un moment donné, durant la crise, dans sa période la plus critique, elle a tenté de prendre ses responsabilités, mais dans le même temps, il faut aussi reconnaître que l'Église n'a pas toujours été, je dirais, très prudente, ou à tout le moins, a parfois, je dirais, ostensiblement sorti en tout cas un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément de ses compétences. Effectivement, pour certains, l'Église joue un rôle politique, mais cela étant, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que les différentes initiatives puissent éventuellement réunir un consensus. À partir de ce consensus, il sera probablement plus facile de pouvoir trouver des compromis, mais rejeter une initiative a priori ne me semble pas la bonne solution. Effectivement, plusieurs initiatives. Il faut arriver à un consensus pour pouvoir avancer. Monsieur Moleka, justement, aujourd'hui, la relance du dialogue politique et mettre fin aux tensions militaires, c'est le défi actuel pour aller vers la paix? Effectivement, le défi actuel, c'est comment on réussit à construire un minimum de confiance entre partenaires à l'intérieur. Mon cher aîné Henri Désiré Nzouzi l'a rappelé, l'Église catholique a toujours exercé une mission politique historique depuis les conférences nationales souveraines jusqu'à pratiquement à l'accord de la Saint-Sylvestre qui nous a permis d'avoir les élections de 2018 aussi.
Mais le grand défi aujourd'hui, c'est la confiance ou la méfiance que le gouvernement ou la famille présidentielle exerce sous l'initiative portée par l'Église. Et donc, le grand défi, c'est comment on construit la confiance, autant entre l'Église et l'État, entre l'opposition et le pouvoir. Et il ne semble pas avoir aujourd'hui d'option très claire pour construire suffisamment de confiance. Après, le challenge reste. Vous avez 2 grandes villes qui sont occupées, une pression militaire qui pourrait permettre l'extension du conflit, une nouvelle rébellion qui naît en Ituri avec Thomas Lubanga et qui pourrait participer encore à élargir des zones d'instabilité, des conditions de vie très, très difficiles. Donc, la priorité, c'est aussi établir la paix, c'est regagner l'intégrité territoriale du pays et exercer une plus grande souveraineté sur l'ensemble du territoire. Mais tout ça, au moment où, à l'intérieur, il faut également travailler à construire la cohésion, à mettre autour de la table une classe politique très divisée depuis 2023, voire même un peu plus tôt, et essayer d'avoir une perspective plus stable, plus claire en termes de paix. Rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes pour pouvoir parvenir à une paix, en tout cas une paix durable, on l'espère. Monsieur Nzouzi, quels sont les scénarios possibles de sortie de crise au vu de la situation actuelle? Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Je note que parmi elles, il y en a une qui n'a pas encore formellement commencé, puisqu'il y a eu la désignation de ces 5 facilitateurs, mais le temps joue contre, je dirais, la plupart des acteurs. Il y a une nécessité, bien évidemment, de pouvoir créer des couloirs humanitaires pour soulager ceux qui en ont le plus besoin. Il y a une exigence de pouvoir faire en sorte que l'asphyxie économique dont font l'objet les villes de Goma et Bukavu puisse être atténuée. Il faut aussi et surtout que les acteurs, on pense évidemment au Rwanda et le M23, puissent en tout cas s'engager dans la lettre et l'esprit de la résolution 2773 pour au moins créer les conditions d'un cessez-le-feu qui puisse permettre ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme préalable, c'est-à-dire, je dirais, les populations les plus sinistrées, celles qui sont en déplacement et qui doivent impérativement faire l'objet d'une assistance. Et puis, il y a évidemment les discussions aux différents niveaux qui doivent en tout cas aboutir à des, je dirais, progrès qui puissent précisément faire en sorte, ou en tout cas créer les conditions d'une issue favorable dans ce conflit. Parce qu'encore une fois, avec cette métastase sécuritaire qui commence à prendre forme, avec, cela a été évoqué, des groupes qui commencent à pointer du nez dans l'Ituri, on parle de Thomas Lubanga, mais on parle aussi de certains éléments dans le Haut-Katanga, il faudrait éviter une contagion, un effet contagion, qui puisse rendre la situation incontrôlable. Vous parlez de créer les conditions d'un cessez-le-feu. Monsieur Moleka, justement, comment s'assurer que si cessez-le-feu y a-t-il, celui-ci soit durable? Parce qu'il semblerait-il la volonté est là, mais le problème, c'est plutôt l'exécution et d'honorer cet engagement d'arrêter définitivement le conflit militaire. Bon, le feu durable, c'est parce que déjà, lorsqu'on signe un cessez-le-feu entre le Rwanda et le gouvernement de Kinshasa, le 1-23 se dit non lié par cette application. Il faut une pression, des décisions plus ou moins contraignantes sur les différentes parties, notamment le Rwanda et sur les 1-23, pour les amener sur la table. L'évolution de la réalité sur le terrain sécuritaire est favorable, a été plus ou moins favorable pour la rébellion entre janvier et février, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont dans la surenchère et qu'ils maintiennent une pression militaire sur le terrain. Donc là, c'est le fait, si ça doit se tenir, ce n'est pas forcément sur Kinshasa, qui n'est pas dans une logique d'offensive, mais plutôt qui est plus défensive et qui est dans le retrait, que sur le 1-23 et le Rwanda, qui sont dans une dynamique offensive et qui maintiennent une pression militaire sur Kinshasa. Ensuite, c'est qu'il faut créer des possibilités de négociation. Kinshasa a évolué sur sa position de base qui était de ne pas négocier avec le 1-23 directement. Je crois que c'est un pas décisif qui permet de créer aujourd'hui des conditions d'échange. Après, c'est le feu doit nécessairement s'accompagner d'un processus politique ou diplomatique. Le processus de l'EAC-SADC doit être un peu plus rapide pour créer un cadre qui permette d'aborder les questions sur la voie négociée. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir une ligne de front plus ou moins stable et un processus politique qui remplacera un processus militaire. Et encore que faut-il que le processus politique lui-même aboutisse à des résultats
diplomatie l'emporte sur les armes. Si les négociations politiques n'aboutissent pas à des résultats probants qui apporteraient des réponses aux différents cahiers des charges des parties prenantes, eh bien, les armes prendront le dessus sous la logique diplomatique à nouveau. Merci à vous, Christian Moleka, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes analyste politique et politologue, coordonnateur national de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous également, Monsieur Henri Nzouzi, d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et producteur du JT diplomatique. Un plaisir de vous recevoir. Merci, un plaisir partagé. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.